Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs et auditeurs, bienvenue si vous nous rejoignez pour cette table ronde organisée dans le cadre de la 7e session ordinaire de la conférence des chefs d'État du G5 Sahel qui se tiendra le 15 février à N'Djamena, la capitale tchadienne. Avec nos invités, nous débattrons sur plusieurs sujets relatifs au genre, à la jeunesse et à la gouvernance dans l'espace G5 Sahel. Mais d'abord, très rapidement, je vous présente les invités autour de cette table. Honneur aux dames. Je commence par Madame Nana Aïcha. Vous êtes coordinatrice régionale de la plateforme des femmes du G5 Sahel. Bienvenue. Merci. À ma droite, Monsieur Abakar Ngaya, vous êtes le président du Conseil national de la jeunesse du Tchad. Bienvenue. Merci. À vous aussi. Merci. Monsieur Mahamadou Sanaké, vous êtes expert en gouvernance du G5 Sahel. Bienvenue sur ce plateau. Merci madame. Voilà, et enfin, Benayal Ndoloum, vous êtes chef d'antenne de la CELERAD. La CELERAD, c'est la cellule régionale de prévention contre la radicalisation et l'extrémisme violent. Bienvenue à vous aussi. Voilà, ceci étant, mesdames, messieurs, le G5 Sahel, ce cadre institutionnel de coordination et de suivi de la coopération régionale en matière de politique, de démocratie et de développement renferme 5 États membres, à savoir la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et enfin le Tchad. Ce cadre a été donc créé en 2014. Ces 5 États membres du G5 Sahel font face à de nombreux défis liés à l'insécurité, à la pauvreté et au développement. Avec nos invités, nous allons donc parler plus précisément de la gouvernance dans l'espace Sahel, de l'aspect genre et de la jeunesse. D'abord, parlons de la gouvernance. Monsieur Mahamadou Samaké, vous êtes expert en gouvernance du G5 Sahel. C'est quoi le vocable gouvernance? Je voudrais commencer par remercier l'Office national des médias audiovisuels du Tchad qui nous donne aujourd'hui l'occasion de parler de certains aspects des activités du G5 Sahel qui ne sont pas forcément bien connus du grand public et de nos populations. Vous l'avez rappelé, le G5 est une organisation sous-régionale de coopération en matière de politique, de développement et de sécurité. Dans la terminologie, vous voyez que le mot développement vient avant le mot sécurité. Mais par la force des choses, bien souvent, ce qui est connu, c'est l'activité sécuritaire du G5 Sahel. Mais nous avons 3 autres axes, à savoir les infrastructures, la résilience et le développement humain durable. Mes collègues sont passés avant nous, après ceux de la sécurité, et enfin, nous avons le 4e axe d'intervention, qui est précisément l'axe gouvernance, que j'ai l'honneur d'animer. Pour être très clair avec nos téléspectateurs, il convient en effet de dire ce que recouvre ce vocable gouvernance. Pour nous, il s'agit de promouvoir les mécanismes, les institutions et les processus qui permettent la conduite des affaires publiques de façon efficace et au bénéfice de tous. Mais cette gouvernance repose sur quelques principes de base. Le principe de la participation, la nécessité de rendre compte, c'est la redevabilité, le principe de transparence, transparence dans la passation des marchés publics, mais transparence tout court dans les affaires publiques, principe de responsabilité. Tous ces principes-là, obéissant à une distribution de rôles entre les pouvoirs publics, nous dirons de façon générique l'État, les collectivités locales et la société civile. Le décor ainsi planté, nous pouvons parler très rapidement,
pour la compréhension, encore une fois, de nos auditeurs, des grands domaines que recouvre la gouvernance au niveau du G5 Sahel. Très rapidement, on peut citer l'appui aux processus électoraux dans nos régions. Vous voyez tout de suite l'intérêt du sujet. Beaucoup de conflits naissent de ces élections dans beaucoup de nos pays. Vous avez l'accès à la justice et à l'état de droit, qui est aussi un domaine extrêmement important. Vous avez l'appui au processus d'opérationnalisation de la décentralisation et de la déconcentration de l'État dans nos pays. C'est aussi un vaste chantier. Et vous avez un chantier extrêmement important aussi qui est celui des actions à mener en vue de prévenir la radicalisation et de lutter contre l'extrémisme violent pouvant conduire au terrorisme. Vous avez enfin des sujets qui sont d'ordre transversal et qui concernent les franges les plus vulnérables de nos populations, à savoir les jeunes, les femmes et les handicapés. Voilà les grands domaines d'intervention. Vous avez compris, toutes les questions relatives, par exemple, à la lutte contre l'extrémisme violent participent de l'affermissement de la cohésion sociale dans notre sous-région. Mais si vous permettez, madame, je veux quand même dire quelques mots rapides de ces domaines d'intervention que je viens de présenter. Si je prends la justice et l'état de droit, on peut signaler quelques repères et quelques actions que nous avons menées. Il y a, au niveau du programme d'investissement prioritaire du G5, le PIP, au titre de la gouvernance, un projet sur précisément l'accès à la justice et à l'état de droit. Nous voulons par là assurer le rapprochement de la justice des justiciables. C'est un projet qui comporte des composantes, notamment la formation des magistrats, mais aussi des auxiliaires de justice de façon générale. Formation des magistrats jusque dans des aspects extrêmement pointus et spécifiques comme la lutte contre le terrorisme ou encore la lutte contre le crime transnational organisé. Mais cela nécessite aussi la mise en place d'infrastructures judiciaires. Je pense à des palais de justice, je pense à des maisons, à des prisons, des maisons d'incarcération, mais qui soient évidemment aux normes, qui respectent la dignité humaine et qui respectent les droits de l'homme. Toujours en matière de justice, nous avons signé un protocole d'accord avec le réseau des commissions nationales des droits de l'homme dans nos différents pays, de sorte que nous pourrons travailler avec ce réseau-là à partir de programmes d'activité ou de plans d'action qui pourront nous proposer, et ensemble, nous pouvons identifier des actions sur lesquelles nous pouvons les appuyer. En matière de justice toujours, au niveau de l'axe gouvernance, nous avons pris toute notre part, aux côtés de l'expert défense et sécurité, à l'opérationnalisation du cadre de conformité de la force conjointe. En fait, il s'agit de l'outil qui permet de prendre en compte la promotion des droits humains et la protection des civils en cas d'action menée en matière de lutte contre la violence, le terrorisme ou l'insécurité. Nous avons participé, j'ai personnellement participé, à toutes les rencontres qui avaient pour objectif de rapprocher les forces de défense et de sécurité de nos populations. Car s'il n'y a pas une espèce d'osmose entre les forces de défense et de sécurité et les populations, les FDS ne pourront pas jouer pleinement leur rôle de défense des citoyens et de leurs biens. Voilà quelques exemples, madame, parlant de la justice, pour qu'on sache que ces vocables-là, ce ne sont pas que des concepts théoriques, mais cela a du contenu. Je peux continuer? Allez-y, je vous en prenant l'exemple de la décentralisation. Là aussi, c'est un vaste sujet. Nous sommes convaincus, au niveau du G5, que pour être performants dans nos activités, en particulier dans la conception de nos programmes et projets, il est indispensable d'associer les collectivités locales.
qui, mieux que les responsables de ces collectivités, est bien placé pour identifier les besoins de leur collectivité et pour nous aider donc à concevoir des projets à même de répondre à ces besoins qu'ils ont eux-mêmes identifiés, à nous accompagner dans la mise en œuvre de ces projets, dans le suivi et évaluation de ces projets. De sorte que nous comptons sur les collectivités locales pour travailler avec nous lorsqu'il s'agira de mettre à jour le programme d'investissement prioritaire, parce que notre programme va s'achever en 2021 et il est probable que nous entamions dès 2021 les actions de révision de ce programme. Oui, justement, Monsieur Mahamadou, le programme, vous le disiez tantôt, va s'achever en 2021. Nous sommes déjà en 2021. Quel est l'état des lieux de la mise en œuvre de ces différents projets que vous venez d'énumérer? État des lieux. Une partie de la réponse a été donnée par ceux qui nous ont précédés, en parlant d'infrastructure, en parlant de résilience. Pour notre part, au niveau de l'axe gouvernance, sur l'exemple que je donnais précisément sur la décentralisation, nous avons signé, là aussi, une convention avec le réseau des pouvoirs locaux. Mais nous avons devancé le travail en exécutant, de concert avec la cellule de coopération décentralisée des collectivités locales, le C3S, un programme appelé PATI, Programme d'aménagement territorial intégré, avec précisément un financement de l'UEMOA dans le cadre des fonds annoncés par l'UEMOA pour le financement du PIP, 1 milliard de francs CFA. Ce programme-là a permis, entre autres choses, de réaliser, là je dis de réaliser, puisque l'ouvrage a été réceptionné, des travaux d'aménagement, de réfection et de modernisation d'un hôpital régional situé à Dori, qui va servir, et c'est là l'intérêt de la chose, les 3 frontières, la zone du Liptako-Gourmand. C'est-à-dire que cet hôpital-là, qui est à Dori, va servir l'ensemble des populations environnantes. Ce même programme de PATI nous a permis de mettre un abattoir à Tillabéri, cette fois-ci c'est au Niger, et de construire des magasins de stockage et de mise à disposition de l'aliment bétail pour le cheptel à Goussi, donc c'est le Mali. Ça, c'est l'exemple typique de programme réalisé en collaboration avec les collectivités territoriales dans le cadre de la mise en œuvre de notre programme d'investissement prioritaire. Et vous avez remarqué des changements sur le terrain? Il est trop tôt, madame. Il est trop tôt, madame, puisque les projets viennent d'être puisque le programme s'achève en 2021. De 2021, il faut peut-être faire une parenthèse. Lorsque on élabore ce genre de programme, on dit que ce sont des programmes glissants, qui doivent être périodiquement révisés. Et l'exemple précis que je vous ai donné, c'est trop tôt de voir l'impact, mais ce qui est certain, les populations environnantes qui voient déjà que le tableau sanitaire s'est amélioré au niveau de l'hôpital dont je parle, eux savent déjà que les conditions de soins sont quand même améliorées. Au niveau du cheptel, les éleveurs se rendent compte déjà que nous sommes en train de les aider en mettant à leur disposition de l'aliment bétail dans de meilleures conditions. Mais je ne peux pas vous donner aujourd'hui un impact chiffré d'un tel programme, d'un tel projet. Mais puisque nous continuons sur les réalisations, nous avons entamé, dans le cadre de la gouvernance, ce qu'on appelle le projet d'élaboration de la stratégie intégrée des jeunes du G5 Sahel. Stratégie intégrée qui est partie des insuffisances que nous avons relevées dans les politiques publiques en matière de jeunesse dans tout le pays, et du fait que la jeunesse est une priorité absolue de nos chefs d'État, pour leur proposer donc à nos pays comment mettre en place des politiques publiques appropriées sur le plan politique, économique, socio-culturel, technologique, environnemental et légal pour prendre en charge efficacement les questions de jeunesse. Nous sommes en train de le finaliser, nous sommes en train d'élaborer le plan d'action qui va avec la stratégie et quand nous aurons ce plan d'action, nous allons le mettre en œuvre dans le cadre de l'exécution du PIP. On ne s'arrêtera pas parce que 2021 c'est la fin de la première phase, on va continuer parce qu'il y aura un glissement sur la deuxième phase du PIP. Nous allons revenir à vous, Monsieur Mahamadou, tout à l'heure. Le contexte, il faut dire que le contexte de développement du G5 Sahel est marqué par une grande vulnérabilité économique et sociale des populations en général, et plus particulièrement des femmes et des jeunes. Quelle est donc la place des femmes dans les actions du G5 Sahel, Madame
Aïcha, vous êtes la coordinatrice de la plateforme des femmes du G5 Sahel. Dites-nous, quelle est la place accordée à la femme? Ok, merci. Je vous remercie de nous avoir invités sur votre plateau. Et je dis bonjour ou bonsoir à vos téléspectateurs. Nous remercions les autorités tchadiennes pour l'accueil. Nous sommes dans de bonnes conditions pour travailler. La plateforme des femmes du G5 Sahel, c'est une structure qui est multi-acteur. C'est-à-dire qu'en son sein, on retrouve des représentants de l'État, à travers le ministère en charge de la femme et du genre, des représentantes des organisations féminines, des représentantes des femmes parlementaires et des représentantes des femmes du milieu rural. Et le G5 Sahel, depuis sa création, a émis la volonté de prendre en compte les questions liées au genre. D'où la création de la plateforme des femmes. Si vous voyez, le G5 a été créé en 2014 et la plateforme a commencé son processus de création en 2015. Juste une année après la création du G5 Sahel. Oui. Ça, c'était à la suite d'une conférence de haut niveau qui s'est tenue à Bruxelles sur les questions de femmes, paix et développement. Et parce qu'on reconnaît la place que la femme occupe dans les questions de paix et de développement. Et en 2015, c'est justement ici, à N'Djamena, qu'il y a eu une conférence de haut niveau sur les questions de femmes, paix et sécurité. Et c'est là qu'est née la plateforme des femmes du G5 Sahel. Et le processus a continué. Et nous avons bénéficié de l'appui du G5 Sahel et de l'appui de ONU Femmes UNOAS. Nous avons élaboré nos textes constitutifs que nous avons présentés au chef d'État. C'était en 2018 à Niamey. Ils ont reconnu nos textes, ils ont approuvé, avec pour vocation de nous impliquer dans l'intégration des questions du genre dans toutes les initiatives, les stratégies et programmes du G5 Sahel. Oui, j'allais justement parler du plan stratégique de la plateforme 2020-2024. Que renferme cette stratégie? Que prévoit la plateforme pour donner plus de visibilité à la femme dans l'espace Sahel? Ce plan stratégique a été élaboré et adopté en décembre 2019. Et il a 5 piliers. Le premier pilier, c'est la prévention, gestion des conflits, lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent. Le deuxième pilier, c'est la protection des femmes et des filles contre toutes les formes de violence basées sur le genre. Le troisième pilier, c'est la promotion du leadership et la participation des femmes et des filles à la gouvernance politique et administrative. Quatrième pilier, c'est la résilience et le relèvement économique des femmes et des filles des zones de conflit. Et le dernier pilier est dédié à la coordination, au suivi, évaluation et la capitalisation des actions. Donc ce plan stratégique a été adopté en 2019, en décembre. Et déjà, nous avons quelques actions que nous avons commencé à mettre en œuvre. Lesquelles? Je parlerai du relèvement de la résilience des femmes des zones frontalières à travers l'installation de plateformes multifonctionnelles. Pour le moment, nous avons reçu un financement d'un partenaire, qui est l'USAID P4P, pour installer 6 plateformes. Bon, 2 au Niger, 2 au Burkina, 1 au Tchad, 1 en Mauritanie. Et la plateforme multifonctionnelle, c'est un outil qui non seulement allège les tâches ménagères des femmes, mais est source de revenus aussi pour elles. Parce que ça produit beaucoup d'électricité. Vous savez, dans le milieu rural, l'électricité conventionnelle n'est pas encore là. Et ça leur permet de charger les batteries des téléphones. Ça leur permet de fournir de l'électricité aux entreprises de soudure. Ça leur permet aussi d'avoir un moulin. Ça leur permet aussi de brancher un frigo ou un congélateur pour faire du petit commerce. Et ces plateformes peuvent aussi permettre l'installation d'une adduction d'eau primaire. Vous comprenez? Et nous renforçons leur capacité aussi en matière de lutte contre la radicalisation. Parce que c'est dans le milieu rural qu'on enregistre beaucoup de radicalisation à travers les jeunes et de plus en plus à travers les femmes. Ces derniers temps. Ces derniers temps, malheureusement.
de victimes, maintenant, elles commencent à devenir des actrices. Et tout ça, c'est dû à la pauvreté. Parce qu'on leur offre de l'argent qui va améliorer leurs conditions de vie. Vous comprenez? Donc, il faut qu'on leur renforce leur capacité, qu'elles comprennent que cet argent n'est pas fait pour faire leur bonheur, ni le bonheur de leurs enfants. Parce que c'est les jeunes qui sont enregistrés. Oui, pensez-vous, Madame la coordinatrice, qu'avec ces démarches que vous avez entreprises, les femmes de l'espace Sahel, celles surtout du monde rural, commencent à prendre conscience du danger de ce phénomène, l'extrémisme violent? Oui, elles prennent conscience, elles en sont conscientes. Mais souvent, c'est le contexte qui les amène à changer. Des fois, elles le font contre leur volonté. C'est comme le recrutement des jeunes. Ce n'est pas parce que le jeune il est convaincu de ce qu'on lui raconte sur l'islam qu'on utilise, d'ailleurs faussement, mais c'est parce qu'il est dans un besoin. Et il veut tout de suite subvenir à ce besoin. Ce n'est pas par conviction. Et la femme, des fois, c'est son mari, son enfant. Comme on dit, la femme, elle suit son mari, elle doit obéir à son mari. Donc c'est le mari qui l'entraîne sur ce chemin. Voilà, les jeunes, dans cette lutte contre l'extrémisme violent, les jeunes ne sont pas occultés, ils sont les premières victimes, les proies de ces extrémistes violents. Monsieur Abakar, vous êtes le président du Conseil national de la jeunesse du Tchad et la coordination des conseils nationaux des jeunes est aussi une plateforme mise en place par le G5 Sahel. Dites-nous, au niveau de vos organisations, que faites-vous pour amener les jeunes à prendre conscience du danger et des méfaits de ces pratiques? Très rapidement, je dirais que la coordination des CNJ, des conseils nationaux des pays du Sahel, est une volonté du G5 Sahel. Et ça fait bientôt 2 ans qu'elle a été mise en place. Et nous estimons qu'il y a assez de difficultés au niveau même de la mise en œuvre concrète de cette coordination. Parce que cette coordination devrait en réalité définir toutes les stratégies, toutes les orientations, les grandes orientations en fait, qui concernent la jeunesse pour ce qui est des activités au niveau des conseils nationaux des jeunesses au pays du G5 Sahel. Maintenant, nous, en tant que représentants des jeunes, nous avons un certain nombre de structures de jeunesse qui appartiennent ou soit qui sont affiliées aux conseils nationaux et nous coordonnons les différentes activités dans nos pays respectifs. Et ces activités sont beaucoup plus orientées vers le sens de la citoyenneté, des activités qui appellent à l'esprit civique et autres. Donc toutes ces activités-là concourent en fait à faire des sensibilisations et à amener les jeunes à comprendre le fait que il ne serait peut-être pas bien pour eux d'accepter des idées néfastes qui les conduisent vers leur implication dans des activités du terrorisme et autres. Maintenant, il faut aussi noter que les jeunes, ils ne sont pas simplement les victimes, mais ils sont aussi des acteurs. Parce que dans tous les pays du monde, quand on parle des sujets de guerre et autres, les premiers acteurs sont d'abord les jeunes, parce que ce sont les jeunes qui prennent les armes. Donc, nous, disons que au niveau du G5 Sahel, c'est vrai, il y a une volonté à accompagner les jeunes, il y a une volonté à impliquer les jeunes. Quand l'expert parlait de la gouvernance, il a cité aussi la jeunesse et autres. Mais nous estimons que l'implication réelle de la jeunesse n'est pas concrète. La preuve, c'est que nous avons une coordination des pays du G5 Sahel par rapport au CNJT, c'est-à-dire au CNJ. Mais notre coordinateur n'est pas invité au sommet du G5 Sahel qui se tient ici à N'Djamena. Donc pour nous, il va falloir que les décideurs au niveau du G5 Sahel aient cette volonté vraiment positive-là
de nous accompagner d'une manière concrète pour en fait parler de l'implication réelle même de la jeunesse dans les instances de prise de décision et autres. Oui, cette jeunesse qui est très active ces derniers temps ne va pas croiser les bras pour attendre que les décideurs parlent justement. Parlez-nous un peu de l'engagement, des engagements des jeunes et leur contribution au développement de cet espace commun. Les jeunes donnent le meilleur d'eux-mêmes déjà, sans rien attendre. Aujourd'hui, si vous faites un tour, par exemple pour le cas de notre pays, et j'estime que c'est le cas également pour les autres pays, vous verrez qu'il y a des startups qui se développent, et tout ceci pour lutter contre le chômage, pour lutter contre le manque d'emploi, et cela renforce donc nos activités que nous faisons, le travail que nous faisons quant à la sensibilisation pour une citoyenneté, quant à la sensibilisation pour pouvoir amener les jeunes à abandonner les idées qui leur sont peut-être dictées par des personnes qui souhaitent simplement les enrôler dans des activités de terrorisme et autres. Maintenant, parler du terrorisme aujourd'hui, il faut renvoyer également la question par rapport à nos programmes éducatifs. Est-ce que nous avons des programmes éducatifs conformes à nos réalités d'aujourd'hui? Nous avons l'impression que nous n'avons pas la même compréhension de ce monde que ceux qui nous ont précédés. C'est-à-dire avec le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication et avec cette mondialisation qui fait que le monde aujourd'hui est devenu un village planétaire, tout ça, les jeunes découvrent beaucoup de choses. Maintenant, il faut des programmes éducatifs qui puissent orienter véritablement les jeunes à se prendre en main. Aujourd'hui, pour les cas de beaucoup de pays de la zone francophone, vous vous rendrez donc à l'évidence que nos programmes éducatifs ne sont pas à la hauteur de nos attentes d'aujourd'hui. Et du coup, parce que ce sont des programmes avec des cours magistraux qui ne répondent pas aux réalités d'aujourd'hui. Il nous faut des choses un petit peu pratiques qui puissent orienter véritablement les jeunes pour que les études faites ne soient pas simplement quelque chose qui puisse les imposer une idée qui est celle-là d'attendre un emploi public et autres. Les gens doivent être formés pour créer leur propre emploi et à ce niveau, il n'y aura pas en fait ces sentiments de désarroi. Aujourd'hui, ce qui pousse aussi les jeunes à aller dans l'extrémisme, c'est le fait qu'ils se sentent abandonnés par les décideurs publics, il n'y a pas de débouchés et à ce niveau, ils se voient donc totalement abandonnés, ils entrent dans les désarrois et ils ne contrôlent même pas, comment on appelle, tout ce qu'ils font. Et du coup, ils peuvent très facilement tomber dans l'extrémisme. Voilà, la radicalisation et l'extrémisme violent, c'est ces mots qui gangrènent nos communautés, ces mots qui mettent en mal le développement de notre sous-région. Alors, Monsieur Benaya Lantolon, vous êtes le chef d'antenne de la cellule régionale de prévention contre ces mots. Qu'est-ce qui est fait concrètement au niveau de la cellule pour prévenir la radicalisation et l'extrémisme violent? La cellule régionale de prévention contre la radicalisation et l'extrémisme violent est l'émanation d'une réunion de haut niveau des ministres en charge des affaires religieuses du G5 Sahel. La cellule a été créée, les antennes ont été créées dans chaque pays. La mission qui nous a été confiée, c'est de coordonner les activités de lutte contre l'extrémisme violent et la radicalisation et aussi de remonter les informations utiles au niveau de la cellule régionale pour permettre au gouvernement d'agir sur l'état de l'évolution de l'extrémisme violent dans nos pays. Je prends par exemple le cas du Tchad. La cellule, l'antenne nationale est composée des jeunes, des religieux, des femmes et de l'administration, mais c'est une entité de l'État. À la création, nous avons, dans la déclaration de Niamey de 2015, donné une place de choix aux jeunes et aux femmes dans leur encadrement, pour leur formation, leur renforcement de la capacité et surtout de les impliquer
dans la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent et aussi donner des moyens utiles pour les rendre résilients à l'extrémisme violent. Au Tchad, nous avons écrit et adopté une stratégie nationale de lutte contre l'extrémisme violent qu'aujourd'hui nous sommes dans le processus de révision pour l'harmoniser avec le texte régional du G5 Sahel. Dans cette stratégie nationale, nous avons 6 points, 6 axes. Mais dans les 6 axes, il y a 4 axes qui est réservé et où la femme et la jeunesse ont une place de choix. Nous parlons par exemple de la sensibilisation ou de la prévention de lutte contre l'extrémisme. La femme et surtout la jeunesse devaient être impliquées et ils doivent s'impliquer de manière effective pour faire face à ces situations-là, se rendre résilients d'abord et accompagner, faire de ses pairs, là, les jeunes doivent faire de leurs pairs des acteurs de terrain et non des victimes de l'extrémisme violent. Dans la stratégie nationale, nous avons cet axe qu'on appelle la capacitation. Et la jeunesse devait recevoir une formation, un encadrement utile pour le permettre d'être résilient face à ce phénomène qui est en train de gangréner ou bien mettre en mal la jeunesse africaine et surtout celle du G5 Sahel. Il faut que la jeunesse se forme dans ce domaine et qu'elle soit consciente que le mal est là, le danger est là. Et au lieu d'aller à va-vite ou chercher la facilité dans la vie, de prendre conscience de la situation et de s'impliquer dans la lutte. Il n'est pas toujours que quelqu'un d'autre puisse m'impliquer dans quelque chose que je vois que c'est nécessaire pour le faire. La jeunesse ne doit pas attendre d'abord des autorités ni d'une organisation quelconque. La jeunesse doit prendre le taureau par les cornes, s'impliquer dans la lutte. Et alors les accompagnements viendront par la suite. C'est sur le terrain, c'est auprès du mur qu'on connaît le maçon. Il faut que la jeunesse s'implique. Et nos États ont donné une place de choix aux jeunes pour qu'ils s'impliquent résolument dans la prévention et dans la lutte contre l'extrémisme violent. Oui, monsieur, le président de la CNJT disait tantôt que la jeunesse a cette volonté. La jeunesse a déjà commencé par agir, mais c'est l'accompagnement qui pose un problème jusque-là. Pensez-vous que est-ce que c'est un manque de volonté du côté des États membres? Non. Si c'est un manque de volonté des États membres du G5 Sahel, on n'allait même pas créer cette structure des jeunes. Hein, on a créé cette structure. Je m'appuie toujours sur le cas du Tchad. Le Camojet ou la Camojet est représenté dans l'antenne. Mais on ne le voyait presque pas avec nous. Je prends par exemple, dans le cas du Tchad, il y a une association qui s'appelle l'association des étudiants musulmans et chrétiens de nos universités. Je crois que c'est avec le Covid là qui a créé un peu de refroidissement. Mais avec eux, l'antenne travaille jour et nuit avec cette jeunesse-là, au niveau des universités, pour former les jeunes, pour leur donner des moyens techniques utiles pour qu'ils puissent faire le travail au niveau des universités. Plus d'une dizaine de rencontres que nous avons eues avec eux pour leur communiquer les techniques et les moyens nécessaires pour lutter et comment avoir les moyens pour lutter contre l'extrémisme violent. Toujours ici à N'Djamena, dans le 8e arrondissement, nous avons fait une étude pour voir quels sont les signes avant-coureurs dans les établissements, quels sont les facteurs à déceler avec une association nationale, ATEPIR, Action rurale pour la population. Nous avons parlé et nous avons organisé même des cours avec les professeurs, avec les enseignants, avec les jeunes filles, les jeunes garçons, dans le système de mise en place dans la mise en place des systèmes d'alerte précoce et au 8e arrondissement et au 9e arrondissement pour les amener à prendre à bas le corps
ce problème et nous aider à gérer. Parce que nous ne pouvons pas gérer ce problème-là sans la jeunesse. Et notre bureau est au niveau de l'autre de Sebivera. La plupart des organisations de jeunes que nous travaillons avec eux viennent là et reçoivent des conseils utiles pour le travail. Je pense que le président de la CNJT a pris bonne note. Je pense que il y a peut-être la volonté, comme il l'a dit, c'est certain. Il n'y a pas de doute là-dessus, mais tout se limite au niveau des discours. Sincèrement, tout se limite au niveau des discours. Aujourd'hui, poser des questions à tous les décideurs publics de ces différents pays pour savoir combien sont ces jeunes-là qui sont réellement impliqués dans les grandes instances de prise de décision. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des mécanismes mis en place pour réellement impliquer les jeunes? Vous voyez par exemple dans le cadre de la participation politique des jeunes, combien de partis politiques investissent leurs jeunes comme des candidats à la candidature au niveau par exemple des conseils communaux, au niveau des législatifs et autres? On n'en trouvera pas assez parce que les décideurs n'ont peut-être pas mis en place les mécanismes d'accompagnement et d'obligation à faire peut-être vis-à-vis des partis politiques pour le faire. Vous voyez, n'est-ce pas? Et quand les jeunes toquent à des portes et qu'ils se sentent tout simplement écartés et pris entre parenthèses, comment voulez-vous que ça marche? Les jeunes ont cette volonté-là. Les jeunes font des pas. Les jeunes, ils travaillent. Aujourd'hui, vous êtes ici, vous savez sans doute que les jeunes initient d'eux-mêmes des activités citoyennes. Ils font sans aucun accompagnement ces activités parce qu'ils souhaitent contribuer à la construction de leur pays et autres. Mais il va falloir que les décideurs poussent encore un peu loin leur volonté à pouvoir réellement accompagner les gens. Il ne faudrait pas que ça se limite simplement à des discours. Monsieur Mamadou, la jeunesse veut plus d'engagement, plus du concret, pas de discours. Alors, dites-nous, est-ce qu'avec le système intégré de la jeunesse du Sahel, ce sera une sorte de solution? En ce qui concerne la volonté politique au niveau du G5 pour la promotion des jeunes, cela ne souffre aucune contestation. Je vais essayer de le démontrer. Premièrement, ce sont les chefs d'État eux-mêmes qui avaient demandé l'élaboration de la stratégie intégrée en faveur de la jeunesse des pays du G5 suite à une réunion qui s'est tenue d'ailleurs ici et qui avait chargé les ministres de la jeunesse de faire ce travail qui nous a été confié en tant que techniciens. Si la coordination nationale, la coordination des CNJ, les conseils nationaux de la jeunesse est équivalent, puisque en Mauritanie on l'appelle le Haut Conseil de la jeunesse, a été mise en place, c'est suite à des actions qui ont été menées durement par nous-mêmes. Et en 2019, il y a eu un bureau de cette coordination nationale qui a été mise en place avec 6 personnes, dont une représentante, parce qu'il s'agit d'une jeune dame de la diaspora. Il était clairement indiqué que cette coordination des CNJ est le réseau des jeunes du G5 Sahel. Lorsque M. Abakar dit que le président de la CCNJ n'a pas été invité, je pense qu'il aurait dû d'abord se renseigner. Je peux vous sortir, vous communiquer, madame, les termes de référence des réunions, puisque vous parlez que du sommet, mais il y a eu d'abord la réunion des experts qui s'est achevée hier. Il y aura le conseil des ministres. Il y aura le conseil demain. Des ministres, oui. Et le conseil des ministres demain. Et le sommet, ça sera, je dirais, cerise sur le gâteau. M. Brahim Taleb a été officiellement invité au même titre que Madame la coordinatrice à participer à ce sommet. Et j'en parlais ce matin encore avec Madame la coordinatrice en lui disant je n'ai pas encore eu l'explication de son absence. Monsieur, à sa décharge, vient d'accéder certainement aux responsabilités au Tchad. Il y a eu un changement au niveau du Conseil national des jeunes. Il est dit consultatif ici. À sa décharge, certainement qu'il n'est pas encore tout à fait au parfum des informations. Et là, pour être pratique et lui opposer un démenti
en disant que nous sommes qu'au stade du discours, je prends deux sujets. Dans le programme d'investissement prioritaire, il y a un projet qui est destiné à l'autonomisation des jeunes qui vivent dans les zones de migration et de crise. Nous venons d'envoyer les thèmes de référence pour lancer l'étude complète de ce projet, pour nous permettre de réaliser les différentes composantes du projet, y compris les voies et moyens de pouvoir assurer la création d'emplois pour les jeunes en fonction des possibilités qui existent dans la zone, y compris dans les nouvelles technologies, par exemple, de l'information, où il y a un énorme potentiel. De la même manière, la stratégie intégrée dont nous avons parlé a déjà prévu des programmes pour les jeunes en termes de renforcement de leurs capacités, en termes de formation à l'entrepreneurship. Il n'est pas au courant, certainement. Il n'était pas à la réunion du mois d'avril 2019 à Ouagadougou, sinon il aurait su toutes ces informations. Ça, ce n'est pas que de la théorie. Dernier exemple, parce que c'est là que je l'ai connu pour la première fois, que je l'ai vu pour la première fois. Nous sommes sur un projet, et là c'est du concret. Madame, c'est dans votre domaine. Nous sommes en train de mettre en place une radio, nous l'appelons RJS, Radio Jeunesse Sahel. Cette radio Jeunesse Sahel, dont le lancement était prévu pour le mois de février, ne pourra pas être lancé comme c'était prévu, mais nos plus hautes autorités ont décidé que cette radio, sa mise en onde, ça sera fait, le lancement, ça sera fait au courant du premier semestre 2021. Dans ce programme, les jeunes ont été associés depuis le début. C'est une vaste consultation des jeunes. D'ailleurs, avec la participation très appréciée du président du Conseil national, de la coordination des conseils nationaux, qui nous a permis de traduire en arabe le questionnaire qui était destiné, de sorte que on a eu beaucoup de réponses, parce qu'il a eu cette idée de traduire le questionnaire en arabe, ce qui a permis de faire la première grille de programmation de cette radio avec la participation des jeunes. Ils étaient représentés. Tous les CNC étaient représentés à Nouakchott au mois de septembre dernier. On a parlé avec les jeunes du logo de la radio. On a parlé, madame, d'identité sonore. On a parlé d'identité visuelle. Ils étaient là. Mieux que ça, nous avons mis en place ce que nous avons appelé un comité consultatif pour aider, accompagner cette radio à adapter le cas échéant ces programmes. Il est membre de ce comité consultatif. Mais lorsqu'il s'est agi de la première réunion du comité consultatif, moins de 50% des membres étaient là. Lui, il était là. Mais il y avait combien d'absents? Certains sont venus juste se présenter, se sont déconnectés. Donc nous sommes dans la réalité. Ce comité consultatif doit entreprendre 3 actions importantes. Il doit le savoir. Une caravane d'informations sur la radio, des focus groups et une autre consultation des jeunes, 5000 cette fois-ci, parce que la première c'était 1000, pour bien calibrer les programmes de cette radio, pour suivre l'évolution de notre auditoire ou de notre audimat. Je ne suis pas un spécialiste de la question. Ça, c'est du concret qui implique les jeunes. Dernier point, un des projets du programme d'investissement prioritaire du G5 prévoit, et là c'est une étude complète qui a été faite, développement d'initiatives intégrées pour la jeunesse des pays du G5, avec 3 composantes bien définies. Une meilleure connaissance des facteurs de radicalisation, puisqu'on ne les connaît pas encore. Un volet important qui doit le toucher, qui consiste à voir comment nous pouvons mieux adapter notre système éducatif pour éviter le désajustement entre l'offre et la demande de travail, pour aider les jeunes à créer eux-mêmes leurs emplois. Mais là aussi, il ne faut pas qu'on dise n'importe quelle chose. Tous les jeunes ne peuvent pas être des entrepreneurs. Hélas, il faut le dire, il y en a qui ont des aptitudes à être entrepreneurs, qui peuvent développer des qualités ou des capacités à être entrepreneurs. Ça n'est pas donné à tout le monde, je le sais, puisque c'est une matière que j'ai moi-même enseignée à l'université. Donc, nous ne sommes pas que dans la parole. Maintenant, madame, ça répond à une de vos questions que vous avez posées. Nous avons été extrêmement limités dans la mise en œuvre de nos projets de programme du PIP, tout simplement parce que, comme souvent, lorsque nous élaborons des programmes, nous allons vers des tables rondes de bailleurs de fonds. Et qu'en espèce, au mois de décembre 2018, des partenaires se sont engagés pour financer les projets du G5 à hauteur de 2 milliards d'euros, mais que malheureusement,
La mobilisation n'a pas suivi, nous sommes qu'à 20% de mobilisation. C'est ce qui explique le retard que l'on peut déplorer dans la mise en œuvre de nos projets. Mais la volonté politique de nos chefs d'État est là. Je donne la preuve de radio, jeunesse, et j'ai le plaisir de vous apprendre qu'avant la mise en onde, avant le lancement qui était prévu à Ouagadougou, parce que la raison qui fait que d'ailleurs qu'on a prévu de faire le lancement que pendant le premier semestre, c'est que ça permettra de faire un lancement simultané, non pas seulement à Ouagadougou, mais cette fois-ci à Ouagadougou, à Bamako et à Nouakchott, puisque ces pays-là sont prêts pour donner à la fois les fréquences, pour émettre, et ont donné des locaux, des sièges à notre radio, qui va avoir une base régionale, une direction régionale si vous voulez, à Ouagadougou, mais qui émet en même temps dans les différents pays avec des heures de décrochage. L'on retiendra tout simplement que la volonté y est. Nous allons revenir à vous, Je voulais madame. vous donner les références pour avoir sur le net cette radio. Je disais, avant la mise en onde, la radio est déjà sur Internet. http://radiojeunessesahel.com http://radiojeunessesahel.com Madame, la plateforme des femmes du G5 Sahel, vous disiez, est engagée auprès des femmes de l'espace G5 Sahel. Dites-nous, en matière d'implication des femmes dans les instances de prise des décisions, l'espace Sahel est à quel niveau? Pensez-vous que la place qui revient à la femme lui est vraiment accordée? Je pense que c'est selon les pays. Mais de façon générale, les 5 pays du G5 Sahel se sont dotés d'une politique nationale qui prend en compte les questions de quotas. Parce que tous nos pays ont ratifié les textes qui demandent la parité. Mais vous savez, dans la mise en œuvre des engagements, c'est très compliqué. Donc pour pouvoir amorcer la réalisation de ces engagements, les femmes ont demandé que les pays adoptent une loi sur le quota. Et tous les pays ont cette loi sur le quota, d'au moins 30%. Les gens voudront 30% de femmes, mais en fait, dans la loi, c'est dit 30% de l'un ou l'autre sexe. Si vous faites par exemple une liste de candidatures, vous ne pouvez pas avoir une liste à 100% d'hommes ou bien 100% femmes. C'est 70-30. Ou 70% de femmes, 30% d'hommes, ou l'inverse. Ça aussi, dans la mise en œuvre, ce n'est pas toujours ce qui se passe. Mais je sais que si je prends l'exemple du Mali que je connais bien, cette loi, elle est bien appliquée au moment des élections. Toute liste qui ne comporte pas au moins 30% de femmes est rejetée. C'est pourquoi nous avons pu remonter le taux de présence des femmes dans les conseils communaux. Nous étions à 9%, les dernières élections nous sommes montés à 26%. Mais il ne suffit pas aussi que les femmes soient là. Il faut qu'elles puissent jouer le rôle pour lequel elles sont là. Qu'elles fassent entendre leur voix et celle de leurs sœurs. Et de leurs sœurs. C'est ça qui peut amener les autres femmes à vouloir aussi venir et savoir encourager les partis politiques, les autorités aussi à faire confiance aux femmes. Quand je prends les 26% que nous avons dans les conseils communaux, dans la réalité, combien savent pourquoi elles sont là? Elles ne sont pas nombreuses. Donc il faut que la présence des femmes soit accompagnée de renforcement de capacités pour les amener vraiment à jouer le rôle pour lequel elles sont là. Je vais vous donner un exemple. Il y a une femme qui est première adjointe au maire dans une commune rurale. Cette femme, dans une étude que j'ai menée, je lui ai posé la question, c'est quoi ton rôle? Ah, elle dit, moi, chaque matin, je viens tôt, je balaie les bureaux, je mets l'eau dans le canari et je vais à la maison. Elle est la première adjointe au maire. J'ai dit, mais les réunions, les activités, il dit là, on ne nous appelle pas. Donc elle attend qu'on l'appelle. Alors qu'elle occupe un poste qui peut l'amener à exiger qu'elle soit impliquée. C'est pour dire que le travail doit être fait à la base et vous parliez tantôt d'un projet dans le cadre de l'éducation des jeunes filles. Absolument. Où en est-on avec ce projet? Il est déjà mis en œuvre? C'est l'éducation d'une façon générale et spécifiquement le maintien des filles à l'école.
Parce que vous savez, s'il n'y a pas l'école, il n'y a rien d'autre qui suit. Donc il faut que l'école soit là, concrètement. Parce que quand vous prenez nos pays, à cause de l'insécurité, des milliers d'écoles sont fermées. Les enfants ne vont plus à l'école. Alors s'il n'y a pas l'éducation, le reste ne peut pas suivre. Et la plupart des femmes n'ont pas été à l'école. Là, il faut faire des programmes d'alphabétisation à la base. Lui apprendre à lire, à écrire dans sa langue. Il y a beaucoup de femmes qui ont pu évoluer à travers ce volet. Au Mali, nous avons des femmes qui, à travers l'alphabétisation, sont devenues des enseignantes. Oui. Elle peut gérer son petit commerce, elle peut faire ses calculs, voir ses bénéfices, ses pertes. Ça peut améliorer la vie des communautés. Pas de la femme seulement, mais de sa famille. Voilà, je vais revenir à vous. Voilà, un autre phénomène qui fait obstacle au développement de l'espace Sahel, c'est la migration des jeunes vers d'autres continents. Monsieur le Président du CNJT, voilà, CNJT, voilà. Qu'est-ce que vous faites au niveau de la coordination des conseils nationaux des jeunes en matière de sensibilisation des jeunes qui sont tentés par l'aventure? Oui, déjà il y a des structures existantes, c'est-à-dire des organisations de jeunesse qui exercent dans ce cadre-là du maintien des jeunes, c'est-à-dire de la sensibilisation à pouvoir maintenir les jeunes dans leurs pays respectifs pour ne pas qu'ils partent en immigration et autres. Ben, vous savez que quand les jeunes immigrent vers d'autres pays, c'est bien évidemment par rapport au manque de débouchés. Et je pense que il appartient toujours aux décideurs de penser les politiques qui puissent être d'une manière pratique à pouvoir maintenir les jeunes dans leurs pays respectifs. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de développement sans la jeunesse. Pour ce qui est, par exemple, du Tchad, on est plus de 8 millions de jeunes. On ne peut pas parler de développement sans la jeunesse. Et si les jeunes immigrent vers d'autres pays, et vous savez que parfois ce sont les meilleurs parmi les autres qui partent ailleurs. Il n'y a pas que des clochards qui partent. Il y a des meilleurs parmi tant d'autres qui partent aussi. Et ce sont donc des cerveaux que nous perdons. Parce que ces gens-là, quand ils partent ailleurs, ils s'installent et ils ne souhaitent plus revenir dans leur pays respectif. Donc du coup, nous sommes en train d'aller vers une perte des personnes qui peuvent, d'une manière ou d'une autre, contribuer à construire leur pays. Et là, les décideurs sont encore une fois de plus interpellés. Voilà, le message est passé. Monsieur le chef d'antenne de la CELERAD, vous disiez tantôt, votre bureau est en N'Djamena. Vous avez parlé de sensibilisation, alors que ce sont beaucoup plus les femmes et les jeunes du monde rural qui sont appâtés par ce phénomène d'extrémisme violent et de la radicalisation. Ne pensez-vous pas qu'il faut mener plus d'actions dans le monde rural pour amener ceux-là qui sont plus exposés à prendre conscience? Merci. Nous avons fait au niveau de la CELERAD nationale, nous avons fait une cartographie des provinces par rapport à l'état de l'extrémisme violent. Au lac, à Djaramis, dans les deux maillots Kébi, le Logo oriental, l'autre, le Mandour, le Moïnchari, le Guéra et le Wadaï. Mais l'action que nous avons pu amener, c'est de capitaliser d'abord ce qui existe dans les régions et dans les provinces. Et alors notre étude nous a amené à se rendre compte que dans le lac seulement, nous avons plus de 3400, nous avons plus de 480 groupements féminins qui travaillent avec les jeunes filles et les femmes au niveau rural. Et sur cette base, nous avons au Tchad une organisation que nous appelons Organisation des femmes
oulémas et prédicatrices du Tchad qui sont logés au niveau du Conseil supérieur des affaires islamiques. Avec cette branche, nous avons pu travailler avec les femmes et les jeunes filles, surtout dans le lac, à développer les activités génératrices de revenus. Il y en a qui commencent déjà à faire les pains, les beignets et autres pour se développer. Et là, ça permet à capitaliser les ressources locales d'une part et d'autre part. Ça empêche aux jeunes filles et aux femmes d'aller dans le camp de Boko Haram en particulier. Donc c'est un travail de fond qu'ils sont en train de faire là-bas. Et il y a une représentante de CELIAF qui est là-bas. Et cette femme, nous l'avons beaucoup utilisée pour faire ce travail. Toujours dans la zone de lac Tchad, nous avons capitalisé les jeunes. Et nous sommes rendus compte que les jeunes qui ne partent pas dans au rang de Boko Haram, ça donne à fumer les drogues tout autour du lac. Et là, nous avons mis une stratégie avec les groupements, les associations de jeunes pour la paix, donc qu'ils organisent des activités culturelles permettant d'accueillir et de parler avec ces jeunes. Et je pense que le produit est là. Le PNUD a initié une activité dans le Louga oriental avec les femmes et les jeunes. De même, à Bongor, il y a une association des jeunes pilotée par une jeune fille qui travaille dans le milieu des femmes. Hier seulement, nous sommes appelés avec elle pour voir quel est l'avancement de ces activités dans la zone de Bongor. Donc, ce n'est pas seulement en N'Djamena que nous travaillons avec d'autres jeunes dans les provinces. À Adjerlamis, nous avons j'ai effectué moi-même la mission à Mani et nous avons eu des jeunes femmes et des groupements de jeunes de femmes qui travaillent et qui empêchent les jeunes garçons d'aller dans le rang parce que les gens viennent et ils les prennent sur le fleuve. Et ces femmes-là se sont posées en rempart pour empêcher ces jeunes à adopter le comportement de leur maman pour ne pas aller dans le rang. Donc le travail en train de faire dans les provinces, ce que nous déplorons, nous n'avons pas les moyens nécessaires pour aller en profondeur et soutenir ou encadrer de manière technique ces groupements de jeunes et de femmes-là pour faire le travail. Mais dans les provinces, surtout dans le lac Adjerlamis et dans le Louga oriental et dans le Mayo-Kébi Est, le travail se fait de manière impeccable avec les jeunes pour qu'ils ne puissent pas s'engager dans cette lutte dangereuse. Merci. Il y a beaucoup d'autres aspects à aborder en ce qui concerne l'aspect genre, la jeunesse et la gouvernance. Malheureusement, le temps nous prend à la gorge. Nous allons très rapidement vous accorder une minute chacun pour un mot de conclusion, à commencer par Monsieur Mahamadou, qui est l'expert en gouvernance du G5 Sahel. Très rapidement. Madame la coordinatrice, en parlant, vous a dit qu'il y a des plateformes multifonctionnelles, par exemple pour les femmes. Ça, c'est des projets concrets. Comment en est-on arrivé là? C'est que, en partant pour une mission à Accra, j'ai demandé à la coordination des plateformes et aux jeunes de venir avec des projets concrets de leur point de vue qu'on va soumettre au financement de notre partenaire, c'était l'USAID et P4P. Madame est venue avec un bon dossier, moyennant quoi l'ensemble des questions qu'elle a soulevées ont eu financement, y compris des plateformes, y compris une mini-laiterie, y compris un projet de miellerie, qui ne sont pas encore exécutés, mais dont le financement est accepté. Malheureusement, les jeunes n'étaient pas au même niveau de préparation et on est sorti sans grand résultat. C'est des choses qu'il faut savoir. Madame a pu obtenir aussi le financement de l'installation de la plateforme dans les localités à l'intérieur. 8 localités sont concernées dans le cas du Niger. Nous voulons faire la même chose au niveau de la CELRAD, pour répondre à une question que vous avez posée, pour que les CELRAD ne restent pas dans les capitales, mais descendent dans les localités profondes du pays, parce que c'est là que se pose le problème. Le problème, oui. De la même manière qu'on a pu le faire. Mais ça veut donc dire
que aussi bien les responsables de la plateforme que ceux des jeunes doivent se mettre en situation d'être aidés. Tout comme nous avons aidé les femmes à élaborer leur plan stratégique, nous sommes en train d'élaborer le plan stratégique des jeunes. Ce plan stratégique à la fois des femmes et des jeunes devront être ensuite traduits en plan opérationnel dans les pays, avec des financements conséquents que nous pouvons aider à mettre en place. Sur la radicalisation, il faut quand même que je le complète aussi. D'ailleurs, même madame, c'est la même chose. C'est qu'au sein du G5, en plus de la plateforme, nous avons une conseillère genre qui nous permet de voir comment on peut régler les difficultés que nous avons en termes de présence des femmes, y compris au niveau institutionnel, c'est-à-dire y compris dans l'organisation interne du G5. Et cela, et y compris dans les annonces, les avis que nous faisons pour le recrutement, on va essayer dans la mesure du possible de privilégier les femmes. La radicalisation, il y a eu des choses importantes. Je ne peux pas me permettre de passer à une émission comme celle-là et de ne pas en parler. Nous avons élaboré un lexique pour caractériser la radicalisation et l'extrémisme violent. Et ce lexique a été traduit dans les langues de chez nous, en Peul, en arabe, en bambara, et en Hausa et en Moré. Ça, c'est quand même important. Comment? Parce que quand vous parlez de djihad, certains d'entre vous sont des musulmans, est-ce que djihad, c'est ce que nous voyons sous la forme de terrorisme qui détruisent tout sur leur passage? Ça, c'est quand même important. Nous avons élaboré un guide régional pour aider les pays à élaborer leur propre stratégie de prévention de la radicalisation et de lutte contre l'extrémisme violent. Certains pays s'en sont inspirés, comme le Niger, pour réaliser leur stratégie. D'autres sont en train de le faire, comme le Tchad, comme le Burkina. Et j'ai appris à la réunion des experts que le Mali va venir aussi nous voir pour travailler sa stratégie selon les préconisations de notre guide régional. Voilà, madame, je ne vais pas monopoliser la parole, mais c'était des choses importantes que je devais dire. Merci, l'expert a encore beaucoup à dire, malheureusement, on n'a pas assez de temps, on aura d'autres occasions pour plus développer ces aspects. Je passe la parole, vous avez une minute. Merci, je crois que ce plateau nous permet de toucher du doigt les problèmes clés, mais j'aimerais simplement dire que dans l'espace de G5, toutes les institutions se donnent pour accompagner les jeunes. Mais dans la vie, quand tu veux, et les femmes aussi, mais quand tu veux être accompagné, il faut aller chercher des informations là où tu peux avoir ces informations utiles. Je prends les femmes par exemple, si ce n'est pas les voyages, nous sommes tout le temps avec la représentante de la coordination, l'autre de la plateforme des femmes de G5 au niveau national, Madame Salpay. Nous sommes tout le temps avec eux, on fait des choses ensemble. Mais il faut aller chercher des informations là où tu peux les avoir pour te permettre d'avancer. Mais les informations ne nous cherchent pas. Et j'aimerais simplement dire à nos jeunes de faire comme nos femmes, d'aller chercher l'information utile pour aller. Une belle conclusion, madame. Un message adressé à vos sœurs de l'espace G5 Sahel. Merci. Donc, à mes sœurs, ce que je vais demander, c'est ce qu'on vient de dire. Il faut être agressif. Quand je dis agressif, il ne faut pas aller faire des conflits. Il faut pas attendre. Il faut toujours aller chercher. Et c'est la même chose que je dirais aux jeunes. Parce que les femmes et les jeunes, ça va ensemble. Partout où vous parlez de femmes, nous parlons de jeunes. Les jeunes parlent de nous sommes les mamans. Donc ça nous interpelle aussi. Et ce que je voulais à la fin, c'était parler de la politique genre que le G5 est en train d'élaborer. Et cette politique, elle va concerner les 5 pays. Et nous avons bon espoir qu'elle prendra en compte vraiment toutes nos aspirations pour améliorer la participation, l'implication des femmes dans toutes les actions et au niveau décisionnel. Et la dernière chose que je vais dire, c'est demander aux décideurs d'élaborer des politiques de développement qui tiennent en compte les questions de genre dans les zones transfrontalières. Parce que c'est ces zones qui souffrent trop. Elles sont tout le temps agressées. Et les femmes ne peuvent plus vaquer à leurs affaires. Elles ne peuvent plus aller dans les foires hebdomadaires. Elles ne peuvent plus aller chercher le bois. Elles ne peuvent plus aller chercher l'eau. Alors que chez elles, ça lui manque énormément. Donc cet appel que j'ai lancé aux autorités, aux partenaires.
On dit qu'on ne refuse rien à une femme et Madame a parlé, je crois que les décideurs ont entendu, le représentant du G5 Sahel, l'expert est là, il a entendu, le message est passé. Terminons avec le représentant des jeunes. Un mot de fin, s'il vous plaît. Bien, moi je dirais d'abord merci à ONAMA pour l'occasion offerte et j'aimerais aussi souligner que c'est vrai, il a été évoqué que les jeunes puissent chercher des informations. C'est vrai, les jeunes sont informés et ils chercheront peut-être davantage d'autres informations utiles, comme les aînés l'ont souligné. Et un appel à l'endroit des décideurs, c'est de ne pas rester simplement dans les discours. Aujourd'hui, il y a beaucoup de textes qui ont été ratifiés par nos États, comme par exemple la Charte africaine de la jeunesse. On a des textes comme les objectifs de développement durable qui placent aussi en priorité les questions de la jeunesse, le développement et autres. Et il y a beaucoup d'autres instruments du G5 Sahel qui parlent de la jeunesse, du développement. Nous souhaitons que l'implication de la jeunesse ne se limite pas simplement sur les papiers, qu'elle aille jusqu'à dans la pratique et que la volonté politique dont fait montre actuellement nos chefs d'État et les différents responsables du G5 Sahel puissent aller encore plus loin pour permettre à ce que la jeunesse soit réellement impliquée pour que le développement de nos pays prenne un envol en tout cas réel. Et à l'endroit également des jeunes, j'aimerais simplement dire que nous sommes la force de nos pays et nous avons donc l'obligation d'aider à construire nos pays et que d'aller peut-être dans des pratiques qui sont d'autres, qui sont entre autres le terrorisme et puis l'immigration et autres. Donc nous sommes la force de nos pays, construisons donc nos pays en restant chez nous et en étant de très bons citoyens. Merci. Merci à vous tous. En guise de conclusion, nous dirons que le G5 Sahel aspire à des États résilients face à la pauvreté, au changement climatique et à l'insécurité, des États où les femmes et les jeunes peuvent participer activement au processus de développement, enfin des États où le système de gouvernance répondant aux besoins des populations. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cet entretien qui a porté essentiellement sur le genre, la jeunesse et la gouvernance dans l'espace G5 Sahel, une table ronde organisée, je le disais, dans le cadre de la 7e session ordinaire de la conférence des chefs d'État du G5 Sahel qui se tiendra le 15 février ici à N'Djamena, la capitale tchadienne. Merci à vous d'avoir été de notre excellence sur le programme sur les chaînes nationales.